Bonjour Maude. Bonjour Jessica. Alors aujourd'hui, dans cette masterclass, j'ai le plaisir d'accueillir une figure montante, influente dans le monde des ressources humaines. Donc Maude, ici présente, qui prendra la parole et qui va nous parler aujourd'hui de la génération Z, la Gen Z, et comment on fait pour la recruter. Alors Maude, on va dire un mot te concernant, puisque on te connaît, beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, eh bien te connaissent. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je pense qu'on va quand même dire un petit peu quelques mots sur ton parcours. Alors Maude, tu as eu un parcours dans les RH, ancienne RH, RRH pendant 15 ans. Aujourd'hui, tu t'es tournée vers l'entrepreneuriat. On peut dire, je pense que tu étais une entrepreneuse passionnée, une formatrice aussi, une consultante en stratégie RH. Tu foisonnes, on va dire, de projets innovants. Le dernier en date, et pas des moindres, c'est le Temple RH que tu as cofondé. Et ta mission à travers ce Temple RH, c'est de monter un centre de formation dédié aux pros des RH. Donc vraiment, tes interlocuteurs, ce sont les pros. L'objectif, c'est quand même d'outiller ces pros pour mieux vivre leur quotidien et vraiment de trouver la juste place de la fonction RH, cette place, on va dire, stratégique en entreprise. Si on revient vraiment sur ton parcours professionnel, en fait, il s'est esquissé entre Londres et Paris, en passant par Bruxelles, donc plutôt un parcours international. Et en fait, à chaque fois, tu as su savamment allier expertise, audace, engagement pour justement toujours ce souci d'accompagner les RH dans cette transformation. Ta mission aujourd'hui, donc on l'a dit, enfin je l'ai dit, elle est quand même foisonnante. Tu t'exprimes pas mal sur les réseaux sociaux. Hein. Depuis 2020, c'est principalement sur LinkedIn que tu apportes, que tu parles en fait de ces sujets RH. C'est vraiment une posture un peu de pionnière qui t'a valu d'être Top Voice LinkedIn pendant depuis 3 ans. Hein, c'est encore le C'est cas. vrai. Et tu figures parmi les 30 leaders RH les plus influents en France. Donc on a le plaisir de t'accueillir dans ce cadre-là. Aujourd'hui, tu incarnes donc, je l'ai dit, cette nouvelle génération des professionnels RH et tu mets au cœur de tes actions plein de sujets qui gravitent dans cette fonction. Donc évidemment, la marque employeur, la digitalisation des pratiques RH, le recrutement, et ça sera l'objet également de nos discussions, les pratiques innovantes pour finalement agir sur l'attraction et la rétention des jeunes talents. Donc aujourd'hui, on se rejoint pas justement pour associer ces deux sujets-là, le recrutement des jeunes générations, cette génération Z dont on va parler, et nous avons vraiment souhaité créer cette masterclass avec toi pour que tu puisses vraiment nous éclairer sur ce sujet-là. Et nous avons, on va dire, sobrement intitulé cette masterclass « La génération Z, le recrutement sans filtre ». Donc merci d'être présente avec nous. Alors, cette génération Z, maintenant, si je rentre un petit peu dans le vif du sujet, ça va être intéressant d'apporter un décryptage sur cette génération. Parce qu'on en parle beaucoup, on la côtoie au quotidien, cette génération Z, évidemment. Mais là, le but du jeu, de cette masterclass, c'est vraiment d'aller dans sa définition, son rapport au travail, son rapport également au recrutement. On sait que c'est un enjeu pour les entreprises. Son rapport et son usage également aux réseaux sociaux qui sont maintenant, qui font partie de leur vie. L'attente de cette génération, ses idéaux, parfois même ses paradoxes, hein, on verra qu'il y en a. Et donc vraiment, on va aborder tous ces sujets-là en creux pour vraiment apporter cet éclairage à la fois aux RH qui nous regardent, aux managers, aux dirigeants d'entreprise, mais pas que. On va également apporter, je pense, à travers cette masterclass, également des éléments qui vont renseigner les candidats de la Gen Z. Donc, regardez bien cette masterclass jusqu'au bout parce que ça va être un concentré finalement d'ingrédients utiles à la fois pour les pros, puis également pour les candidats et les étudiants. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet désormais. Alors, s'intéresser à la Gen Z, beaucoup le font. Et donc, nous, on s'y intéresse également dans nos organismes de formation. Et déjà, la première raison, elle est toute simple, elle est démographique. On sait que la génération Z, elle représente 26% de la population active. Donc c'est un chiffre évidemment qui est croissant. Peut-être qu'on va rappeler que la génération Z, ce sont en fait les personnes qui sont nées entre 1995 et 2012. Donc c'est cette génération-là qui succède à la génération Y. Et puis ensuite, après la génération Z, nous avons la génération Alpha. Donc cette génération Z, elle se situe, on va dire, entre deux générations, c'est très classique. Et je l'ai dit, 26% de la population active
en France. Donc ça, c'est pour la génération Z. Maintenant, la dimension sans filtre, parce que quand on va rentrer et tu vas nous apporter des éléments sur les caractéristiques de cette génération, pourquoi sans filtre? Parce que cette génération, tu vas nous le redire, Maud, mais elle a besoin de transparence. Elle a besoin d'y voir clair pour vraiment prendre sa part dans cette entreprise. On est sur une génération qui rejoint le marché du travail, donc elle doit prendre sa part à part entière. Elle ne veut pas y aller par 4 chemins, cette génération, et elle veut le faire savoir de manière collective et individuelle. J'en dis pas plus, Maud, je vais te laisser maintenant t'exprimer et pouvoir nous en dire davantage. Mais justement, au vu de ce que j'ai déjà apporté comme élément, est-ce que tu peux aller encore plus en profondeur et nous dire pourquoi on parle autant de cette génération, au-delà de la statistique bien sûr, et nous expliquer vraiment toutes les caractéristiques qui décrivent cette génération? Bah, écoute, merci Jessica pour cette présentation. En fait, je pense qu'on a toujours un avis sur la génération, puisque moi aussi je viens de la génération Y, et donc mes aînés aussi avaient les mêmes retours de ma génération. On veut du sens, on n'est pas stable, et donc c'est vrai que finalement chaque génération a un regard critique sur celle qui arrive. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on entend beaucoup que cette génération Z, elle est feignante. C'est ce qui revient, en tout cas, notamment sur les réseaux sociaux, de la part des managers. Et c'est le mot, malheureusement, qui définit aujourd'hui comment, voilà, cette feignantise de cette génération Z. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, et c'est ce qu'on voit, c'est que 42% en tout cas des actifs de 30 à 65 ans estiment que l'arrivée de cette génération Z va dégrader l'organisation du travail. C'est quand même très dur, je trouve, de dire ça, suite notamment à une étude qu'on a analysée de Terra Nova et de l'APEC. Donc, ce sont 2 organismes de qualité. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question sur, ok, elle est feignante, cette génération va dégrader l'environnement du travail, et que 93% aujourd'hui des managers estiment que les jeunes ont un rapport différent au travail. Et donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui d'analyser sur cette génération qui a un regard extérieur qui est pas très positive, et c'est sûr que c'est une génération qui détonne. C'est-à-dire qu'en recrutement, moi je me souviens d'un ami qui avait passé un entretien de recrutement dans un grand groupe, je ne vais pas citer de nom, mais qui arrivait et que la recruteuse était froide, qui posait des questions pièges. Il se demandait mais pourquoi en fait elle l'avait fait venir en entretien. Il a tenu le choc, il est resté en entretien. La génération Z part. C'est-à-dire que à un moment donné, si on lui manque de respect ou si cette génération se sent pas en tout cas bien en entretien, elle n'a pas peur en tout cas de quitter et de dire bon bah c'est bon, je pars, voilà. Et donc c'est vrai qu'elle détonne, elle est peut-être plus cash que nous, génération Y. On a peut-être accepté des choses que cette génération Z n'accepte plus aujourd'hui. Donc surtout, tu décris des caractéristiques, on va dire, comportementales. Maintenant, si on s'attarde un tout petit peu sur son rapport au travail, est-ce que cette génération, donc tu as commencé un petit peu à en parler, mais est-ce qu'elle a vraiment des attentes, on va dire, spécifiques? Il y a vraiment des choses qui se détacheraient et peut-être qui la démarqueraient un petit peu des autres générations? Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que cette génération-là, elle se perçoit pas du tout comme ça, puisque toujours dans cette étude-là, 46% de la Gen Z considèrent le travail important. Donc c'est quand même un signe positif. Et donc je pense qu'il faut savoir aussi prendre du recul et savoir en fait qu'est-ce qu'on attend en fait en recrutement. Et le plus important, c'est que et il y avait une super étude qu'on a fait notamment avec VisiPlus. On a eu plus de 186 retours d'étudiants de l'étude qui nous ont dit que finalement, ce qui était important, c'était ce besoin d'authenticité. Et je pense que c'est un des critères les plus importants de cette génération Z, c'est cette volonté. C'est un peu ce qu'on voit sur Instagram, il y a la réalité, je ne sais pas si tu vois ce genre de short, réalité VS, vraiment, on arrive sur place et c'est vraiment pas du tout ce qu'on attendait. Et ben c'est exactement la même chose. En fait, ils veulent de l'authenticité, que ce qu'on nous vend en entretien, mais c'est la réalité en entreprise. Et finalement,
C'est ce qu'on attend tous. Voilà. Mais c'est vrai que cette génération-là a ce besoin, en tout cas, d'authenticité fort, et ce qui revient de l'étude de VisiPlus et de l'ISCODE, et aussi de l'étude de l'APEC et de Terra Nova. Ouais, les chiffres vont dans le même sens. Je le dis aussi pour les personnes qui nous regardent. On a préparé cette masterclass en s'imprégnant énormément d'études, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fleuri sur le sujet. Et puis, vu qu'en tant qu'organisme de formation, on a aussi, on échange avec nos apprenants. En effet, ils nous ont fait part de leurs témoignages. Et d'ailleurs, si certains nous regardent, on posera une ou deux questions qui nous ont été transmises à la fin de cette masterclass. Et tu fais bien d'en parler, Maude. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que finalement, cette génération, elle attend des relations avec l'entreprise beaucoup plus directes, authentiques. Voilà. Ouais, tout à fait. Sachant que 77% des candidats, donc ça c'est plutôt une étude de Job Teaser, nous partagent qu'ils ont une mauvaise expérience en recrutement. Donc il y a ce besoin d'authenticité à côté, et sur le terrain, malheureusement, on n'y est pas. Puisque 77%, c'est énorme en fait comme chiffre. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'en effet, quand on parle autour de soi, on a toujours des anecdotes un petit peu folles en entreprise, d'entretien, de questions un petit peu étranges qu'on nous a posées. Mais tu vois, tu parles de cette relation du candidat de la Gen Z face à un processus de recrutement, et après aussi on en parlera pas mal, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que cette génération, elle est vraiment plus sensible à ce type de signal? Je prends un exemple, des entretiens, toutes les générations en passent et en ont passé, et puis peut-être qu'il y avait alors pas sans parler de red flag ou des choses comme ça, mais finalement, on a tous eu des bonnes expériences comme des moins bonnes expériences. Peut-être que certaines générations, la X, la Z, ne faisaient peut-être pas attention à cela. Peut-être que maintenant, la génération Z y est plus sensible. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui la différencie, cette génération Z, des précédentes, en fait? Ouais, en fait, moi je pense que ce qui est important, c'est de ne pas mettre entre guillemets en combat les générations. Et finalement, ce qu'on se rend compte, et pour répondre à ta question, c'est que les motivations restent les mêmes d'une génération à une autre. C'est juste qu'une époque qui change. Voilà, et c'est vrai que je pense, pour nous, on a accepté des choses parce que c'était comme ça, on devait se tenir dans un cadre, et qu'aujourd'hui, voilà, on est en 2025, les choses ont bougé, les choses ont changé, et donc on n'accepte plus forcément ce que nos aînés ont accepté en entreprise, et aujourd'hui, nous, potentiellement, ce qu'on a accepté en tant que génération Y, et la génération Z dit non, nous, c'est plus ça dont on a envie. Et donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve en termes de motivation, ça va être la rémunération, qui est le premier élément de motivation de toutes les générations confondues. Et on va avoir la flexibilité. Et ça aussi, c'est le deuxième critère qui revient de toutes les générations. Et donc, il n'y a pas forcément, en fait, une motivation différente, sauf que la génération Z a envie d'authenticité dans ses relations. Donc, de moins porter un masque en entreprise, et de plus être soi-même avec sa personnalité, avec voilà, tout ce qui nous caractérise en tant qu'individu. C'est ça que la Gen Z, en tout cas, a envie aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc rémunération, tu as parlé également de transparence, de flexibilité. Est-ce qu'il y a autre chose comme parmi les ingrédients qui composent les attentes finalement de cette génération-là? Tout à fait. Et je pense que le troisième point, c'était vraiment la description des missions. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment très concret dans la fiche de poste ou dans l'offre d'emploi. Souvent, c'est vrai, on lit une offre d'emploi, c'est souvent des copier-coller, que potentiellement, je suis désolée pour mes confrères, qu'un ou une stagiaire RH a fait en alternance. Et donc, on ne remet pas forcément en question ce qu'on a fait pendant des années. Et c'est vrai d'avoir des missions floues, d'avoir un management à l'ancienne, un patron qui se prend de haut, ou encore voilà, on parle d'entreprise familiale. Et donc ça, c'est des choses qui vont plutôt maintenant être des red flags auprès des candidats en disant
disant ça m'a l'air un peu étrange et donc je ne vais pas forcément postuler. Donc je pense que en tant qu'aujourd'hui d'entreprise, on en reviendra, c'est de la marque employeur, il faut vraiment mettre un accent sur l'image qu'on renvoie à l'extérieur, en tout cas en tant qu'entreprise. C'est fini en fait le monde où les candidats arrivaient tout seuls et puis l'entreprise entre guillemets avait le pouvoir. Aujourd'hui, les candidats et les candidates prennent le pouvoir, donc, mais après il y a toujours bien sûr des enjeux financiers, mais ils sont plus sélectifs et ils veulent vraiment aller dans une entreprise qui les fait vibrer. Donc en fait, le candidat de la Gen Z va vraiment être attentif à la lecture d'une offre pour aller justement déceler si à travers les mots qui sont utilisés dans l'offre, justement, il y voit des choses qui font écho à ses envies, ses attentes, et puis des choses aussi où il se dirait, bon bah là, j'y vais pas parce que vraiment ça m'annonce pas quelque chose de terrible derrière, donc j'y vais pas. Voilà, donc il y a vraiment des red flags où, par mm. exemple, une fourchette de rémunération entre 30 000 et, je sais pas, 70 000. C'est plus un râteau. Oui, c'est ça. Et donc il faut une certaine transparence. Et je pense que c'est ce mot qui peut être parfois galvaudé, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, vends-moi vraiment la réalité de l'entreprise avec tes plus, mais aussi avec tes moins. Ne me cache pas sous le tapis tout ce qu'on peut aussi. Une entreprise, c'est un écosystème d'êtres humains, donc c'est un écosystème qui est imparfait et c'est OK. Et je veux savoir ce qui est imparfait dans votre entreprise, donc pas besoin de me cacher vos défauts, en fait, entre guillemets. Ça marche. On n'a pas encore trop abordé la question du management avec cette génération Z. Quelles sont les attentes de la Gen Z par rapport à leur rapport hiérarchique, à leur N+1, et puis peut-être dans certaines entreprises, grands groupes, qui auraient une approche assez verticalisée, structurelle et verticalisée hiérarchiquement. Le rapport N+1, quel est-il, on va dire Aujourd'hui, en fait, il y a besoin d'inspiration. Donc, être inspiré par potentiellement son manager. En tant que mentor, en tant que personne. Et je pense que c'est chouette parce que ça permet aussi de s'identifier à ce qu'on peut devenir demain. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport à la hiérarchie de mentor. Et donc, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, le management à l'ancienne, le patron qui prend de haut, le manager qui ne dit pas bonjour quand il arrive au bureau. Et ça nous est tous et toutes potentiellement arrivé. Bon, ça ne donne pas un signal super engageant pour l'entreprise. Et juste pour te donner une autre anecdote, c'est une copine qui recrute notamment en Angleterre. Elle avait recruté donc une personne de la génération Z. Ça faisait 2 mois qu'elle était en entreprise. Son manager ne lui avait donné aucun retour sur son travail. Elle lui a dit, moi je ne veux pas être dans une entreprise qui ne valorise pas mes compétences, je pars. Et donc, c'est quand même Donc, le feedback fait partie des ingrédients, le feedback fait partie des attentes de la Gen Z. Tout à fait. Vis-à-vis de son N+1. Alors, le feedback, évidemment, c'est important tout le temps, mais là, il va y avoir cette sensibilité-là un peu plus accrue, j'ai envie de dire, face au feedback. OK, N+1. Voilà, donc c'est vraiment du management collaboratif, voilà, cette, entre guillemets, sans être le monde du bisounours, cette bonne ambiance dans l'équipe, de se dire, je me réveille tous les matins pour aller travailler. J'ai pas envie d'avoir la boule au ventre. Je veux que ça soit dans un écosystème qui est positif. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que cette génération Z déclare une grande confiance dans la hiérarchie, dans la direction. Et donc, c'est vrai que ce point d'inspiration, de mentoring est crucial pour bien comprendre et, entre guillemets, bien manager cette génération Z. Donc, éviter le micromanagement et favoriser le management collaboratif. Ouais. Oui, et puis basé sur l'échange. Alors, comme tu le dis, c'est pas les bisounours, mais instaurer finalement le climat de confiance qui va permettre un rapport vrai entre le N-1, le N+1, etc. Voilà, ça peut peut-être paraître évident, mais c'est bien aussi de le redire, puisque on a quand même des dirigeants, des managers qui regardent notre masterclass. Et c'est vrai qu'il faut aller, à mon avis,
encore plus loin dans cette dimension-là, dès lors qu'on est face à des plus jeunes générations, puisqu'en fait, eux, vu qu'ils ont cette envie d'avoir un contact direct, ils sont en attente de ça. Et peut-être que s'ils ne le perçoivent pas dans l'entreprise, bah, ça va peut-être leur donner un peu moins, ça va agir peut-être sur leur engagement. L'engagement, on en avait discuté d'ailleurs en préparant cette masterclass. Ouais. C'est vrai que l'engagement est quand même assez fort de la Gen Z vis-à-vis de l'entreprise, mais par contre, engagement n'égale pas sacrifice de l'équilibre vie pro, vie perso. Tout à fait. C'est vrai que- Et en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, cette génération ne va pas attendre son entretien annuel pour avoir un retour sur son travail. Exactement. Ouais. Et donc, c'est sûr qu'il faut instaurer des rituels de performance, des rituels de discussion. Et c'est vrai que donc, moi, j'ai beaucoup été biberonnée à l'environnement startup et scale-up. Et donc, c'est des choses, notamment dans la tech, qui se fait. Donc, tous les 3 mois, en tout cas, il y a des retours. Et même certains managers faisaient des entretiens de discussion tous les mois. Et je pense que ça, c'est important parce que, en fait, c'est vrai, on a envie d'être gratifié dans notre métier. On a besoin de se dire, bravo pour le travail que tu as fait. Ça paraît parfois normal, mais c'est tellement pas bien intégré encore, malheureusement, dans les entreprises. Et les RH ont aussi un rôle à jouer dans la mise en place de ces rituels. Ouais. Ben, écoute, je te propose, Maud, qu'on parle maintenant, justement, tu faisais le lien avec les RH, on va parler vraiment de la partie recrutement, puisqu'on a décrypté un petit peu les attentes, le comportement de la Gen Z. Maintenant, si on se positionne côté RH et sur la partie recrutement, le processus de recrutement, ça c'est le nerf de la guerre, ce processus. Il est différent selon toutes les entreprises, que ce soit le secteur, la taille de l'entreprise, s'il y a une grosse équipe RH ou une plus petite, en fonction de la taille. Qu'est-ce que la Gen Z attend véritablement d'un processus RH et de recrutement surtout? Oui, c'est souvent, en fait, déjà le recrutement se fait dès que le candidat ou la candidate va postuler. Et donc, si un candidat, une candidate va postuler et elle va faire 10 clics pour poser son CV, remplir tout un formulaire. Et moi, j'ai passé, quand j'étais aussi candidate, c'est lourd en fait, t'abandonnes au bout de 20 minutes d'essayage. Et donc, il faut que ça soit quand même fluidifié. Dans une génération où on peut avoir un colis dans les 24 heures avec Amazon, on ne peut plus avoir 15 clics sur son site carrière pour déposer en tout cas une candidature. Donc il faut que déjà le processus d'application soit simplifié pour que l'expérience soit aussi agréable aussi du côté du candidat. Et je suis désolée de le dire, mais c'est pas une preuve de motivation que de passer 1 heure à remplir un questionnaire de candidature. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point en termes de processus de recrutement, c'est le nombre d'étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas passer 3 mois en processus de recrutement. Et crois-moi, ça existe avec 8 étapes où tu vois que les personnes ne se parlent pas entre eux quand elles recrutent. Et donc ça aussi, c'est pas forcément une image positive en termes de marque employeur que l'on va dégager. Et avec une attention quand même particulière sur l'intégration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'en effet, une personne a signé son contrat de travail, que le job est fini. Il y a encore toute une période d'essai. C'est le démarrage. Enfin, c'est le point de départ du reste, qui reste à écrire. Donc une intégration soignée. Donc quand la personne arrive, il y a des personnes qui l'attendent, il y a son ordinateur qui est prêt, il y a tout un parcours d'onboarding, donc de parcours d'intégration avec potentiellement des rencontres de key people, donc des personnes importantes dans l'entreprise, sur potentiellement le partage des valeurs, sur le produit que l'entreprise vend, pour vraiment s'imprégner et que la personne se sente vraiment bien dans l'entreprise. Et déjà de faire ça, ce serait déjà extraordinaire et c'est des signes positifs parce que comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui la Gen Z, si on ne fait pas attention à ces signaux forts, part en fait. Donc elle n'a pas le point qui me rappelle, il faut se dire que selon aussi une étude de l'APEC, la jeune génération va changer jusqu'à 13 fois d'emploi dans sa carrière. Donc un job tous les 4 ans.
Alors que nos aînés, ils sont restés parfois toute leur vie dans la même entreprise. Donc c'est sûr qu'il faut soigner cette fidélisation parce que voilà, ils n'ont plus peur de changer pour évoluer, pour grandir. Et je sais que les entreprises sont capables de réaliser en tout cas cet objectif-là. Et puis, il y a également toute la partie expérience candidat. C'est-à-dire que le candidat, bon, si tout va bien pour lui, il fait tout son parcours, on essaye qu'il n'y ait pas non plus trop d'étapes dans le recrutement. On voit beaucoup en ce moment des recrutements où il y a 5, 6, 7 étapes parfois. Alors voilà, c'est sans doute tout à fait justifié, ça fait partie d'une mécanique. Mais peut-être que sur l'expérience candidat, c'est là où peut-être que le candidat va perdre un petit peu le sens et ne sera pas forcément aligné, ça sera pas forcément aligné avec ses valeurs, sans pour autant que le processus RH de recrutement soit trop bref, parce que là pour le coup ça laisse pas assez de temps à l'entreprise pour bien en fait identifier le bon candidat. Mais est-ce que toi tu as des exemples, est-ce que tu en as croisé justement des exemples où l'expérience candidat elle est super chouette, le candidat il est ravi, il a fait plein d'étapes, mais il s'est pas rendu compte qu'il y avait tant d'étapes que ça, parce que ça a été fait, ça s'est fait un petit peu naturellement, tout en étant assez cadré. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont vécu une très bonne expérience, qui proposent en fait une très bonne expérience candidat à leurs candidats? Et donc l'expérience candidat, surtout, elle vient ce que l'entreprise propose. Donc en termes d'avantages sociaux, en termes de rémunération, donc en termes d'équilibre travail-vie privée, cette flexibilité. Et donc, entre guillemets, elles peuvent se permettre en fait de faire des entretiens plus longs si derrière en tout cas, les résultats sont positifs en termes de marque employeur, d'avantages, etc. Si un candidat passe X nombre d'étapes, mais que derrière, finalement, il n'y s'y retrouve pas sur ce que l'entreprise propose, c'est là en fait, où le bas blesse. Et donc, il y a des super boîtes, aujourd'hui, notamment des grands groupes, comme Saint-Gobain, qui mettent vraiment... voilà, ils ont refait aussi, ils ont un site carrière qui est assez extraordinaire. Donc on vit vraiment une immersion dans les métiers. Ils font des campagnes TikTok sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi ils ont mis en place la Saint-Gobain Football Cup où il y a qui réunit en tout cas 84 écoles où ils peuvent vraiment créer du lien. Et donc voilà, l'objectif c'est qu'aujourd'hui on ne veut plus se sentir dans la masse, on n'est pas un numéro, on veut se sentir un individu. Et donc c'est vrai de faire ce type en tout cas d'événement, ça crée du lien et un candidat à un moment donné se dit je vais chercher un job, tout de suite je pensais à Saint-Gobain parce que l'année dernière ils m'ont invité à jouer au foot avec eux et c'est ça, c'est devenir un peu ce qu'on dit en anglais un employeur top of mind, cet employeur où tout de suite en tant que candidate, je pense à cet employeur-là parce que autour de moi je sais qu'il a fait des choses vraiment positives en termes de marque employeur. Il propose aussi notamment des avantages concurrentiels et positifs pour moi. C'est un super exemple, Saint-Gobain. En effet, parce que l'exemple que tu prends, est-ce que tu en as croisé d'autres qui font écho à ce, on le redit, mais vraiment cette expérience candidat? Parce que si le candidat va jusqu'au bout du process, ce sera le salarié. Peut-être que ça sera, puis on en parlera plus tard, un bon ambassadeur d'ailleurs, parce qu'il aura vécu ce processus plutôt agréable, plutôt plaisant. Mais pour la personne qui n'est pas retenue, parce que c'est le but aussi d'une sélection dans le recrutement, le candidat qui n'est pas retenu sur le poste, lui il repart finalement avec une idée positive et ça l'empêchera pas de recandidater quelques temps après ou longtemps après. Donc est-ce qu'il y a d'autres entreprises aussi qui innovent finalement dans cette pratique-là du recrutement? Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est Shine aussi, notamment il y a une ambassadrice qui est Camille Goni, qui travaille dans le recrutement, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux et Shine fait beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est transparence salariale. Donc c'est vrai, en tant que candidat, je me dis waouh, ils ont mis en place la transparence salariale dans leur entreprise. Moi j'ai envie de travailler pour une boîte qui prône en tout cas ce type de pratique. Et donc en fait, oui, je vais attendre peut-être qu'en effet Shine a un process de recrutement où il y a plusieurs étapes par rapport à d'autres boîtes tech où on recrute en trois entretiens, parce que derrière, il y a une mission.
il y a une vision, il y a des avantages qui, moi, en tout cas, me parlent. Et donc, ben, je vais attendre la réponse de Shine pour être sûre que je ne passe pas à côté de l'opportunité qui va me faire bien vivre mon quotidien. C'est top. Mm. Donc là, en fait, on voit hein, avec les exemples que tu cites qu'en fait, les actions peuvent être diverses. Alors, des fois très connectées, puis après, on parlera des réseaux sociaux, bien sûr. Que ça peut être bah, voilà, une action plutôt sportive. Donc, en fait, on va dire l'innovation n'a pas de limite, j'ai envie de dire, pour justement être à la fois dans un processus de recrutement et d'associer cette dimension de la valeur. Et puis là, finalement, la marque employeur s'incarne véritablement. Et Jessica, pour Ouais. rebondir juste rapidement, il n'y Ouais. a pas besoin de faire des choses parfois extraordinaires. Mm. Parce que si je prends peut-être la TPE en Creuse, on va peut-être pas organiser une coupe de football avec 84 équipes, mais déjà de mettre en place, par exemple, le forfait jour, de mettre en place les RTT, de mettre en place peut-être un outil autour de la santé mentale et de la santé physique, de proposer peut-être une journée par mois pour travailler sur un projet qui me tient à cœur. C'est des choses qui sont toutes simples à mettre et qui vont faire la différence aujourd'hui dans une offre d'emploi parce que pas beaucoup de personnes proposent. Et moi, je veux bien dire aux entreprises, les congés payés, 25 jours de congés payés et le remboursement de la mutuelle, et ça, je le dis beaucoup, c'est pas des avantages, ce sont des obligations légales. Et donc, il faut vraiment aller trouver ces avantages qui vont me démarquer en tant qu'employeur pour être vraiment ce top of mind et de se dire, OK, je veux vraiment rejoindre cette entreprise. Ouais. Non mais c'est top parce que là finalement tu viens de présenter des leviers, hein, on va parler un peu en termes techniques, mais des leviers efficaces pour attirer ces profils. Euh, Est-ce que maintenant, on parlerait pas un peu des réseaux sociaux? Parce qu'on Ouais. y vient tout doucement et finalement de se dire, bon, parmi les leviers, il y a des actions innovantes ou comme tu le disais, parfois, voilà, faut pas réinventer la roue, mais mettre en avant des choses qui font partie bah, de la boîte à outils, des choses existantes RH. Hein. On peut aller là-dessus avec bien sûr le lien avec l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Tout ça s'inscrit évidemment dans quelque chose de très réfléchi. Maintenant, parmi les leviers justement, parmi les leviers efficaces pour attirer la Gen Z, est-ce qu'on peut en voir encore d'autres? Est-ce que tu en as d'autres encore à nous mentionner? Ouais, et donc ça c'est intéressant, donc suite à l'étude aussi donc de VisiPlus, donc on va donner quelques chiffres si tu es OK, Ah bah, voilà, let's go. avec grand plaisir. En fait, donc ce qu'ils nous disent, donc c'était 183 étudiants, 63% de ces étudiants passent plus de 3 heures sur les réseaux sociaux par jour. Ce qui est énorme hein, quand même, 3 heures de leur temps sur les réseaux sociaux. Et pour trouver un emploi, donc ce qui est intéressant, ce qui revient, c'est LinkedIn. Moi, j'avais vu d'autres outils qui prouvent que LinkedIn, c'est vraiment un réseau social pour trouver son emploi, pour s'orienter. Ça reste malgré tout la première plateforme où les étudiants ont pris l'habitude, donc cette Gen Z hein, qui arrive, parce qu'ils sont porte dans l'emploi aujourd'hui, qui va se renseigner sur trouver un job, trouver son premier emploi, trouver son stage, trouver son alternance. Donc c'est important d'avoir aujourd'hui donc une communication sur LinkedIn. C'est pas un réseau has-been, c'est le réseau, voilà, c'est le réseau pour trouver un emploi. Ouais. Donc LinkedIn, réseau professionnel, mais on y voit en plus de plus en plus de teintes plutôt personnelles d'ailleurs. Hein. Oui. Les professionnels se racontent sur LinkedIn, donc il y a de la marque personnelle, il y a la marque employeur. Instagram, TikTok, voilà. qu'en est-il alors 26% nous disent utiliser Instagram, donc 30%, c'est quand même bien. Et TikTok est plutôt un réseau quand même de divertissement. Donc ça ne m'étonne pas qu'on n'y va pas forcément pour trouver un emploi, mais plutôt pour se divertir sur autre sujet. Donc ça nous montre quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus, les réseaux sociaux sont un levier d'acquisition important pour les recruteurs et les recruteuses, pour les RH, pour aller potentiellement inspirer. On va avoir une stratégie d'acquisition différente potentiellement sur Instagram, on va peut-être raconter les coulisses, on va peut-être raconter des moments, et sur LinkedIn, on va peut-être plutôt parler de culture d'entreprise, d'offres d'emploi, et donc c'est vrai qu'on peut, donc se différencier selon les différents formats, selon les plateformes en tout cas de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, pour moi,
C'est fini, l'époque où on pouvait se passer des réseaux sociaux. Je pense que ça va être en tout cas un tournant aujourd'hui, on le sent, un tournant en tout cas, où de plus en plus d'entreprises vont proposer en tout cas des choses sur les réseaux sociaux. Et peut-être un mot pour les RH qui nous regardent. Le site carrière, le site web de l'entreprise, c'est toujours un levier d'attractivité, d'attraction. C'est vrai. On le garde quand même? On le garde, tu le dis quand même, tu le sais. Hein. 87% nous disent quand même aller sur les sites carrière, donc ça reste un élément, donc il faut vraiment y prendre soin de son site carrière. C'est quand même l'élément, nous en RH, offre d'emploi, site carrière, ça reste la base, en tout cas en termes de marque employeur, et donc il faut garder. Ouais. D'accord. Et on vient l'agrémenter, diversifier grâce justement donc, aux réseaux sociaux. Avec pas trop de clics, il faut que vraiment l'expérience soit la plus minimaliste possible et immersive possible sur le site carrière. D'accord, donc sur le site carrière, tout de suite le relais vers les réseaux. Voilà. On ne met pas 3 heures, beaucoup de temps à chercher, à trouver. Ça, ouais. Le candidat peut rapidement se dire, bah tiens, quelles ont été les valeurs, les projets, voilà, de mise en avant, les offres d'emploi. Voilà, il faut que ça soit quand même le plus minimaliste possible et le plus fluide pour la personne. Il faut savoir que le temps d'attention aujourd'hui, on est dans l'ère du scroll. Et de 30 secondes. Donc aujourd'hui, on scrolle. Et donc, il faut arriver à captiver cette audience Gen Z. Oui. Est-ce que tu aurais déjà croisé une entreprise, parmi toutes celles que tu croises, que tu côtoies énormément d'RH et d'entreprises, qui t'a vraiment bluffé parce qu'elle a réussi finalement à faire finalement à résoudre cette équation-là, c'est-à-dire que tout est, comment dirais-je, enfin toute la partie, on va dire, plus traditionnelle du recrutement, site carrière, ça c'est check, c'est fait. Également sur les réseaux, est-ce que tu as un exemple d'une entreprise qui aurait vraiment réussi à faire le combo de tout cela? Ouais, moi j'avais adoré, c'était la campagne de Decathlon. Qui avait pris, donc c'était en 2023, ça date un petit peu, mais c'est pour te dire à quel point ça reste malgré tout, qui se sont vraiment posés eux comme candidats. Donc ils ont posté leur propre CV en fait sur LinkedIn. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre ce contre-pied. Et ça avait super bien marché, il y avait eu plus de 2000 likes, 200 reposts et commentaires. Et donc c'est ça, on part du principe que aussi aujourd'hui, les candidats et les candidates choisissent leur entreprise. Et tant mieux, parce qu'en fait, les salariés vont se sentir encore plus engagés, plus fidèles en interne, et avec ce sentiment d'appartenance fort. Donc, s'il y avait un message ou peut-être 2 messages à faire passer aux RH qui nous regardent et qui souhaitent justement attirer des jeunes diplômés ou tout simplement des jeunes de la génération Z, quel serait le message on pourrait leur faire passer? Ouais, pour moi, je pense qu'il est... Et donc, pour nous, c'est chouette en tant que RH, en tant que recruteur, c'est-à-dire que nos compétences aussi évoluent et qu'on ne recrute plus. Il y a 10 ans, moi je me souviens, quand j'ai commencé dans le recrutement, j'imprimais des piles de CV. La fameuse pile de CV. C'était pas très RSE, c'était... voilà. Mais je me souviens, j'imprimais de piles de CV et j'appelais. Mais on recrute plus comme ça aujourd'hui. C'est fini en fait. Et donc on peut vraiment utiliser, donc on a un terme, je sais que vous avez une formation qui est sur l'inbound recruiting. Donc l'objectif c'est vraiment pour en tout cas les services RH en collaboration avec l'équipe marketing, de vraiment avoir une stratégie de contenu authentique, que ça soit notamment porté par l'équipe RH, porté par des ambassadeurs et des ambassadrices dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'employee advocacy aujourd'hui. Et il faut savoir qu'un contenu écrit par un salarié d'une entreprise a 8 fois plus d'engagement que si c'était écrit d'une page entreprise classique. Donc ça montre que cette parole authentique en interne, elle est audible en fait de la part des candidats et des candidates, notamment de la Gen Z. Et donc il faut l'investir. Et en plus, pour une entreprise, c'est royal. Investir dans le diamant, qui sont les salariés, moi je trouve, d'une entreprise, mais c'est vraiment une vision moyen terme que d'aller, entre guillemets, jeter de l'argent par la fenêtre dans des agences de recrutement. Là, on capitalise sur des stratégies de recrutement fortes, puisque voilà, on va former des salariés à prendre la parole sur les réseaux sociaux. L'engagement est extrêmement décuplé.
Et justement, comment on fait alors? Est-ce qu'il faut que les RH, ils soient maintenant, caméra à l'épaule, hein, si je caricature, et qu'ils aillent justement faire ce tournage-là? Comment on fait concrètement Voilà, pas quand de on est panique. RH? Est-ce qu'il faut se former Non, pas de justement, panique. Non, pas de à tout panique. ça? Pas de panique. On va pas vous demander de monter ou de faire des vidéos, mais je pense Ouais. qu'on peut déjà faire des actions en cours. Déjà, nous, se former à ce recrutement digital, donc les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être une boomer quand je dis ça. Non, Non, vraiment, non, voilà. non, mais Voilà, mais c'est du recrutement digital ouais. et donc de se former à ça. Donc Mmh. les plateformes, les stratégies de contenu, l'écriture persuasive, savoir écrire. On nous a jamais appris à savoir écrire de façon captivante, tant pour les offres d'emploi, tant sur les messages d'approche quand on va sourcer les candidats, que sur les contenus sur les réseaux sociaux. Il y a des techniques d'écriture. Sur du témoignage, du storytelling, Du on storytelling, raconte quelque on chose? raconte une OK. histoire, on va embarquer, on va inspirer. Et c'est Mmh. ça la notion d'inspirer. Et ça, c'est la triade d'Aristote. Il y a 3 niveaux, en tout cas, de persuasion. Et le premier niveau de persuasion, c'est l'identification. C'est-à-dire, je te ressemble, tu me ressembles, je ressens ce que tu vis. Et c'est ça, de faire vibrer. Je suis sûre que tu regardes des séries Netflix et tu te dis, à la dernière seconde de l'épisode, il y a un truc de dingue qui se passe, tu veux regarder la suite, et c'est comme ça qu'on doit aussi captiver les candidats et les candidates en racontant des histoires au cœur de l'entreprise. Et c'est possible. On doit arriver, pour moi, à ce niveau-là aujourd'hui. Et tu dis que c'est possible, mais est-ce que justement c'est possible pour toutes les entreprises? Moi, j'ai l'impression que des fois, les réseaux sociaux, ça va être réservé, voilà, aux entreprises qui ont un service RH un peu structuré, qui a déjà un petit peu progressé dans sa démarche. Mais quid des TPE, des plus petites boîtes, même tu parlais de start-up qui pour l'instant sont pas forcément, ont pas forcément des services RH. Donc c'est le dirigeant et puis des personnes qui vont aider finalement à créer cet environnement, cet univers qu'on va faire passer par les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire les plus petites entreprises qui cherchent à accroître sa visibilité, à donner de la marque employeur? Mmh. Comment on fait quand on est une petite entreprise et qu'on Ouais. n'a pas beaucoup de moyens? Déjà, en tant que chef d'entreprise, on a des problématiques économiques. Donc, en effet, on doit faire du chiffre d'affaires pour rester en vie. Donc ça, c'est la contrainte, c'est en tout cas la douleur, en tout cas, entre guillemets, du chef d'entreprise. Mais le chef d'entreprise, il a un autre rôle. C'est-à-dire que s'il veut faire du chiffre d'affaires, il veut croître, il a besoin d'humains. Il a besoin de personnes qui travaillent pour lui. Et donc, il doit vraiment embrasser son rôle de recruteur ou de recruteuse pour les fondatrices. Et donc, il doit aussi incarner une vision d'entreprise, incarner les valeurs, incarner donc tout ce qu'on va parler de culture d'entreprise. Et notamment, moi, quand j'intervenais en tant que consultante RH, je mettais vraiment un point d'orgue sur cette culture d'entreprise parce que c'est le socle d'une entreprise et il faut, entre guillemets, que les fondateurs embrassent ce sujet-là pleinement pour que et donc de prendre la parole sur les réseaux sociaux, donc de se former ou de se faire accompagner parce qu'en effet il y a des aspects aussi stratégiques, donc on a aussi des nouveaux métiers dans les réseaux sociaux qui apparaissent comme le ghostwriting où en effet on peut avoir en effet des personnes qui vont écrire entre guillemets à la place du fondateur, et donc pour moi il y a ce besoin d'incarnation et déjà d'avoir son site carrière, des offres bien rédigées, d'avoir un process de recrutement qui soit avec une bonne expérience candidate, un fondateur et des managers qui partagent potentiellement, et on ne leur demande pas d'être des influenceurs, de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est extraordinaire en termes de marque employeur par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, c'est des actions qui sont pas très compliqué entre guillemets à mettre en œuvre, mais c'est sûr que si tu n'as pas de département RH ou un département RH qui n'est pas encore en capacité de faire ça, il faut les monter en compétence. C'est une compétence aujourd'hui essentielle dans la fonction. Donc on peut peut-être rassurer tout le monde en se disant que, en fonction de la taille de l'entreprise, tout est accessible. Tout est accessible. Il n'y a pas besoin, parce que c'est vrai qu'on peut penser, vu de l'extérieur, que c'est de multiplier les canaux de communication. Voilà, ça peut paraître long à mettre en place, mais on retient qu'il faut le faire par étapes, que finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut le faire. On discutait toutes les deux tout à l'heure.
et puis on regardait des comptes Insta. On a même vu des entreprises qui faisaient des travaux de génie Tout à civil, fait, du ouais. BTP, etc., qui vont justement filmer le quotidien des équipes et même quel que soit finalement c'est pas forcément relié en fait à des entreprises du tertiaire. On peut vraiment aller, vraiment sur tout type de secteur, tout type d'activité Et c'est ça et qui va donner faire la la lumière. différence. Ouais, et c'est ça qui va faire la différence entre 2 boîtes, Mm. dans le choix final d'un candidat et d'une candidate. Et heu et on avait regardé la vidéo, c'était, très artisanal et c'est ça, en fait, qui marche, c'est cette authenticité. Donc il faut pas non plus trop, travailler ces vidéos, c'est pas ce qu'on attend. Et donc c'est vrai que c'est chouette avec les réseaux sociaux, de cette capacité-là et donc déjà potentiellement de recruter une stagiaire, qui est spécialisée dans le digital, ça peut être déjà une première marche dans cette partie-là, avec voilà, potentiellement un accompagnement sur ces sujets de réseaux sociaux. Hmm. Bon, bah écoute, c'est top, Maude. On arrive presque au terme de cette masterclass. On aimerait parler des heures, mais malheureusement, on est tenu par le temps. Mais avant de conclure, et peut-être pour retenir différentes choses, donc on a réussi, on va dire, à décrypter cette génération Z. On connaît mieux ses attentes, on connaît mieux son comportement en entreprise et puis en société tout simplement. On a vu également la partie manager, RH, dirigeant. Est-ce que selon toi, là je vais te poser la question qu'on peut se poser à cette fin de masterclass, c'est est-ce que, à ton avis, les recruteurs, là, à l'heure actuelle, ils ont vraiment saisi l'entièreté de tous les codes de cette génération-là? Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment encore tous les codes ou ils sont en cours Mmh. de connaissance? Moi, je dirais qu'on est en cours de connaissance puisque c'est une génération qui arrive dans Mm. le monde de l'emploi. Donc on n'a pas forcément encore un retour fort d'expérience, mais je sens qu'il y a quand même en effet une volonté. Et quand on parle de nouvelle génération, attention, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de mindset, nouvelle génération de RH, nouvelle génération de recruteurs et de recruteuses, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de plus pour attirer en tout cas des candidates et des candidates, notamment de la Gen Z. Et donc voilà, c'est mon point, ouais, c'est le point que je voulais en tout cas partager. Ouais. Donc, petit à petit, il y a cette synergie, les codes de la génération Z rejoint, on va dire, les codes sont un peu mieux compris, on va dire, par l'environnement RH. Et donc travailler la marque personnelle, c'est aussi le point dont on avait discuté, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a la marque employeur qui est portée par l'entreprise, mais on a aussi maintenant la marque personnelle, la marque personnelle qui est portée par l'individu. Et la marque personnelle, c'est vraiment capitaliser sur soi pour se vendre entre guillemets En tant qu'RH. En tant que RH, tant pour booster son employabilité, tant pour faire rayonner son entreprise, ou tant pour inspirer aussi le monde du travail et de mettre en avant, tu vois, comme Camille Goni, elle met en avant notamment les bonnes choses de son entreprise. Et c'est ça qu'on a envie. On a envie, comme je te dis, de paroles authentiques, et la marque personnelle permet vraiment ça. Il ne faut pas oublier que LinkedIn, son profil LinkedIn, ça reste personnel, c'est à soi, c'est à soi. Et donc de bien aussi faire la différence. Parfois, on peut être un peu schizophrène. Et il y avait aussi des retours de copains qui me disaient moi, je ne peux pas utiliser mon profil LinkedIn comme je veux, parce qu'il y a des codes entreprises. Et là, il faut vraiment s'affranchir aussi de ce sujet-là. Je suis en train de me demander si, est-ce que pour conclure, on peut retenir que finalement la génération Z, elle est tout simplement en fait, elle s'inscrit dans cette époque qui est très digitalisée, on l'a dit, voilà, maintenant on ne fait plus le lien, il n'y a plus de coupure avec le digital, c'est à portée de main, c'est tout le temps. 3 heures par jour. 3 heures par jour, et je crois que c'est le bas de la fourchette. Ouais. Des fois, ça peut monter, voire un peu plus. Est-ce qu'on peut se dire ou pas que cette génération, pour conclure, elle est plus exigeante, ou est-ce qu'elle ne serait pas plus sensible et lucide pour décrypter des choses très tôt? Moi, je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle veut bien vivre son monde du travail. Elle veut sentir bien en fait en entreprise. Et donc ne va pas forcément accepter ce que nous on a accepté. Je pense pas qu'elle soit plus exigeante.
non, elle est peut-être plus exigeante dans la façon dont elle va en tout cas s'exprimer et de ce qu'elle attend en tout cas d'un employeur. Ça oui, tout à fait. Mmh. OK, très bien. Alors c'est pas encore le mot de la fin, mais on y vient, Tu as des questions, je crois, non? j'ai encore 2 questions et puis c'était un peu la promesse en démarrage de cette masterclass. En fait, on a consulté, hein, nos apprenants chez Visiplus et chez Iscode et ils nous ont posé des questions donc je me fais le porte-parole et si je les pose pas, ils m'en voudront peut-être. Alors Maude, la question de nos apprenants, enfin on en a sélectionné 2. Quelle stratégie de recherche d'emploi, tu conseillerais, pour que justement quelqu'un de la génération Z trouve le poste qui corresponde vraiment à ses aspirations professionnelles et personnelles? Mmh. Moi, je pense que déjà, il faut faire des recherches. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la chance, il y a énormément de choses malgré tout avec le site carrière, avec Glassdoor aussi, qui est un site incontournable en termes d'avis. Donc, il faut se renseigner sur où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de bien poser des questions aussi en entretien. C'est une discussion. Donc, je pense que ça, c'est des points qui sont importants pour tous les jeunes qui veulent rechercher un emploi, de vraiment se positionner. C'est aussi ce qu'on attend, nous, en tant que recruteurs. Donc mener l'enquête quelque part, Ouais, mener l'enquête, ouais. mais avec tous les canaux et tout le champ des possibles qui est offert. Donc mener l'enquête quand on est dès le démarrage du processus de recrutement ou même au moment où on envoie son CV. Oui, je pense que tout le temps, c'est vrai qu'on voit beaucoup de... Moi, je me souviens quand j'étais recruteuse, je recevais des messages « Bonjour, voici mon CV ». Bah non, en fait, il y a quand même des codes, il y a des codes à respecter. Et donc, mais c'est cette génération qui est cette génération un peu Amazon. Hop, ça va vite, hop, j'envoie mon CV, hop, c'est OK. Mais en fait, non, il y a quand même toute une moulure à prendre en compte. Il faut savoir que nous, on reçoit énormément de CV aussi de notre côté. Donc, il faut vraiment expliciter sa motivation, pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette entreprise. Donc, il faut faire vraiment quand même cet effort. Et justement, tu parles d'efforts. Là, on a une autre question, une deuxième question, et ce sera la dernière de nos apprenants. C'est au-delà du CV et de la première impression, quels sont les facteurs décisifs qui distinguent réellement les candidats lors du processus de recrutement? Ouais. Quel effort il doit faire le candidat quand il est vraiment engagé dans ce processus? Ouais, je vais te raconter aussi une anecdote. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants de la Gen Z qui font beaucoup d'entretiens au téléphone, dans leur canapé. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup de copains recruteurs, recruteuses et RH qui m'en parlent. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des codes à tenir. Et donc ça, c'est pas forcément un point positif ça peut avoir un biais en tout cas dans la tête du recruteur et de recruteuse. Donc c'est sûr que c'est un effort aussi supplémentaire d'être bien présenté, voilà, d'être pas dans sa voiture, de vraiment considérer aussi. Nous, on considère les candidats et les candidates. Il faut aussi considérer l'entreprise et ça, c'est important. Donc pas être dans des codes trop familiers, rester dans des codes professionnels. Et on n'a pas parlé du ghosting parce que ça pourrait faire limite l'objet d'une autre masterclass. Mais le ghosting, parce que le candidat qui est engagé dans un process, qui du jour au lendemain arrête de donner signe de vie. Et des deux côtés, je pense que le ghosting, il y a aussi du ghosting parfois d'entreprises qui font pas des retours. C'est juste du bon sens. Qu'on soit de chacun des côtés, c'est de se dire bon si je veux arrêter le processus, j'envoie un email, j'explique pourquoi. Et c'est vrai que des fois, on se connecte à la visio, il y a personne. Plus signal radio, c'est déroutant en fait, je trouve. C'est très déroutant. Et de l'autre côté aussi, ça peut être déroutant aussi pour les candidates qui se sont investis dans une offre d'emploi et qui, au bout peut-être de 2, 3, 4 entretiens, plus de signal radio. Ils ont peut-être passé un test d'1 heure et on ne leur explique pas plus de nouvelles. Voilà, c'est du bon sens et de la considération entre les deux et je pense qu'on arrivera à aller ensemble là où on a envie d'aller. Et puis ça fait encore écho à la dimension de la transparence qui est vraiment très appréciée par la Gen Z, on l'a dit tout à l'heure, et il faut que ça soit dans les deux sens. Le candidat en apporte sur sa propre situation, ses envies, et en échange, la transparence côté entreprise qui fait la lumière sur le processus et qui ne va pas rentrer dans cette partie de ghosting. On va arriver
bientôt à la fin de cette masterclass. Je pense que je peux te laisser le mot de la fin si tu veux vraiment, eh bien voilà, cette masterclass portée sur justement le recrutement sans filtre, mais des deux côtés finalement, ce filtre qui n'est applicable finalement de moins en moins côté candidat, de moins en moins côté entreprise, et cette génération Z qui arrive et qui est accueillie avec plaisir par les entreprises. Quel serait le mot de la fin sur tout ça, Maud? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir appartient aux entreprises authentiques qui osent parler d'elles-mêmes dans le plus, dans le moins. Je pense que ça, c'est vraiment la clé, sachant qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, on en a parlé brièvement, qui est la génération alpha, qui va, je pense, encore être plus déroutante. Et donc, il y a besoin. L'avenir appartient aux entreprises authentiques, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Bon, c'est un joli mot de la fin. Merci Maud pour ce décryptage, ce témoignage, ce regard terrain également, vraiment très chouette d'avoir pu décrypter tout cela ensemble. Donc merci. On va suivre avec beaucoup d'attention toute ton actualité qui est très riche, en tout cas pour la suite de 2025. Je crois qu'il y a un festival, des formations. Donc avec plaisir pour te suivre sur les réseaux. Et puis on n'hésitera pas à avoir de nouveau peut-être un échange sur d'autres sujets RH. Et ton décryptage est toujours le bienvenu en tout cas. Donc merci beaucoup. Merci Jessica. À très bientôt. Au revoir.